Mesdames et messieurs, bonjour. La chaîne du cœur, c'est le nom que nous avons choisi de donner à cette émission de La Voix est libre. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu mettre en avant des hommes et des femmes, des citoyens qui se portent volontaires pour sauver des victimes d'arrêt cardiaque. Chaque année en France, 50 000 personnes meurent subitement. En Lorraine, une expérience citoyenne unique en son genre a été lancée. Des sauveteurs volontaires de proximité interviennent avec un défibrillateur avant même l'arrivée des secours. Et ça marche très bien, 2 fois plus de vies sauvées. Mais on pourrait faire mieux, beaucoup mieux, et on verra comment avec nos invités. Vous savez que vous pouvez évidemment réagir durant cette émission sur les réseaux sociaux, #F3 Lorraine. Alors, avant d'engager le débat, voyons ce reportage. Une de nos équipes a suivi des hommes et des femmes qui suivent un stage de formation pour pouvoir intervenir en cas d'urgence. Massage cardiaque, utilisation d'un défibrillateur ou gestion du stress, tout y passe. Le reportage de Bruno Courteau et Guy Souter. Apprendre les gestes pour sauver une vie, celle d'un proche ou d'un inconnu, c'est pour cela que ces futurs sauveteurs volontaires de proximité sont très attentifs aux explications de leurs formateurs. Pendant 3 heures, ils vont apprendre à se servir d'un défibrillateur ou à effectuer un massage cardiaque, tous animés d'un même désir, rendre service aux autres. Ça devient vital aujourd'hui. Il faut que tout le monde sache faire les gestes de premier secours. Je pense qu'en étant volontaire, sauveteur volontaire à proximité, on peut aider des personnes à rester en vie en pratiquant le massage cardiaque. Donc je pense quand même que c'est une place très importante dans la chaîne de secours. Place importante dans la chaîne de secours, oui, car ces bénévoles, formés par l'association Grand Nancy Défib, créée en 2007, vont permettre de raccourcir le temps de prise en charge d'une victime d'un arrêt cardiaque. Un élément essentiel quand on sait que les chances de survie diminuent de 10% par minute qui passe. L'intervention du SAMU, il faut compter 12 minutes environ pour que le SAMU puisse arriver. Avec les sauveteurs volontaires de proximité, ce sont des gens qui vont monter des permanences à leur domicile, équipés d'un défibrillateur, qui seront directement contactés par le SAMU quand eux-mêmes recevront une alerte d'un témoin d'un arrêt cardiaque. Et donc le but du jeu, c'est d'avoir une intervention qui va arriver en moins de 5 minutes, en environ 5 minutes. Ce dispositif de maillage, unique en France, compte aujourd'hui plus de 300 bénévoles répartis sur une vingtaine de communes. Si certains ont déjà sauvé des vies, Marie-Vonne, elle, est venue témoigner d'une autre facette de leur mission, gérer l'environnement proche de la victime, comme cela lui est arrivé lors d'une intervention il y a 2 ans. Je me suis occupée du fils de la victime qui était totalement perdu, et donc je l'ai rassuré, je l'ai questionné, je lui ai beaucoup parlé, et en plus je lui ai posé des questions qui pourraient être utiles après pour le SAMU qui avait à traiter la personne en arrêt cardiaque. Chaque année en France, 50 000 personnes décèdent suite à un arrêt cardiaque, seuls 2% en réchappent. Avec la généralisation de ces sentinelles du cœur, ce chiffre pourrait monter à 20%, soit près de 10 000 vies sauvées. Nos invités, Caroline Lejeune, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Meurthe-et-Moselle. On verra ensemble comment se passe l'alerte en cas justement d'arrêt cardiaque. Est venu nous rejoindre le professeur Étienne Alliot. Vous êtes chef du pôle médico-cardiologique de l'Institut du Cœur et président de l'association Grand Nancy Défib. Claude Deloffre, vous êtes maire de Vandeléville, une petite commune dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. Vous avez à peu près un peu plus de 200 habitants dans votre commune. On verra justement quelle est la problématique en milieu rural. Et Bruno Frélon, vous êtes sauveteur volontaire de proximité. Vous êtes aussi coordinateur de ce grand réseau Grand Nancy Défib. Tout d'abord, une première réaction au reportage qu'on vient de voir. On peut sauver 20% de vies. C'est véritablement atteignable, professeur Alliot? Oui, certainement. Cela a été montré dans des régions pilotes à l'étranger. Il y a même quelques points en France où ce chiffre n'est pas loin d'être atteint de façon extrêmement ponctuelle, par exemple dans le Nord ou à Montbard, qui est une petite commune qui a mis en place un système de ce type. On n'en est pas encore là pour le pays en entier, mais on espère que dans les années à venir, ça sera un chiffre atteignable. Aujourd'hui, quel est le taux de survie en cas d'arrêt? Alors, pour nous, pour le Grand Nancy, là, les derniers chiffres, c'est 6,5% de survie.
alors que la moyenne nationale est à 3%. Donc on voit quand même qu'on a fait un bond en avant à Nancy grâce aux sauveteurs et à la dynamique que ça procure dans le Grand Nancy. Alors comment ça se passe justement en cas d'arrêt cardiaque? On l'a vu dans le reportage. On appelle le 15 et là, tout se met en place. Et tout se met en place, oui, c'est ça. Donc à partir du moment où on appelle le 15 et qu'on a l'adresse, les pompiers sont engagés, le SMUR est engagé et on engage, si un SVP est de garde à ce moment-là et d'astreinte à ce moment-là, on engage le SVP également. Tout se fait en même temps en fait à la régulation du centre 15. Le SVP, c'est le sauveteur volontaire de proximité. De proximité. Bruno Frelon, vous êtes sauveteur volontaire de proximité. Hein. Oui. Depuis combien de temps? Depuis 1 an. Et alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé dans cette aventure humaine? Le service. Le service, lorsque j'ai découvert l'action menée par le Grand Nancy des FIB, ça m'a paru une évidence, c'est tellement simple à faire. Professeur Alliot, dites-moi, on parlait justement du taux de survie. C'est important de connaître justement les premiers signes en cas d'arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Oui, je crois qu'il y a une grande campagne qui dépasse largement Grand Nancy des FIB, mais qui est nationale et relayée par les grandes institutions, la Croix-Rouge, la Fédération française de cardiologie, je ne voudrais pas en oublier, appelée masser défibriller. C'est-à-dire qu'on essaie d'enseigner au plus grand nombre ce triple mot, appelé masser défibriller, pour que les gens sachent reconnaître un arrêt cardiaque et sachent les 3 gestes qui vont permettre de sauver une vie. Alors, quels sont les signes à connaître, justement? Alors, c'est que devant une chute brutale, les gens soient capables de faire le distinguo entre une syncope banale, on va dire, et un arrêt cardiaque gravissime. Et ça, une formation relativement simple permet très vite de faire la différence entre un malaise, je vais dire, bénin et banal, comme on en voit quotidiennement, et un malaise très sérieux, un arrêt cardiaque. Les signes sont les mêmes pour les hommes et les femmes? Ah oui. Oui, bien sûr, c'est exactement la même chose. Par contre, les chiffres sont différents pour les hommes et les femmes. Il y a 60% d'hommes, les arrêts cardiaques, 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc les hommes sont un peu plus touchés. En revanche, en taux de survie, c'est les femmes... Oui, c'est à peu près équivalent. Il n'y a pas une grosse différence entre les hommes et les femmes en termes de survie. Alors, Claude Deloffre, je disais, vous êtes maire de Vendée-les-Villes, une petite commune de 200 habitants. Dites-moi, gérer un arrêt cardiaque dans une commune rurale, c'est plus compliqué, non? Parce que vous êtes à combien de kilomètres du premier hôpital, vous? Nous sommes exactement à 35 km de l'hôpital central. Donc, on va dire que le SAMU serait là en 35-40 minutes. Et qu'on sait que pour sauver une personne, enfin du moins pour pas qu'elle n'ait de séquelles, il faut agir dans les 5 minutes. Moi je suis parti d'un fait personnel, donc dans ma famille, et j'ai eu la chance de croiser le chemin du docteur Albizati. Et puis on en a parlé, et puis il m'a dit est-ce que vous voulez essayer? Avec nous sur ce plateau. Tout à fait. Voilà, qui participe à cette opération. Et qui m'a gentiment aiguillé vers l'association du Grand Nancy, avec le professeur Alliot. Et puis, dans fil en aiguille, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai fait du porte-à-porte. Et j'avoue que j'ai été très bien reçu par mes administrés. D'ailleurs, ils m'ont... Aujourd'hui, vous avez combien de sauveteurs, par exemple? On en a 8. 8 On a 8 sur personnes, une commune d'un peu plus de 200 habitants. 210 habitants, donc c'est pas mal. Et ça fait 2 ans et demi qu'on tourne comme ça. Alors, on a des grosses périodes de permanence, c'est tous les mois. Mais bon, c'est une organisation qui fonctionne pour l'instant et les gens sont satisfaits. On parlera justement de l'organisation. Pourquoi c'est si crucial d'intervenir le plus vite possible, Caroline? Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a l'arrêt cardiaque, le cœur ne fonctionne plus et le cerveau n'a plus d'oxygène. Donc dans les 5 minutes, il y a encore de l'oxygène. C'est pour ça que c'est ce qui est crucial. Et le cœur repartira beaucoup plus facilement avec un choc électrique par le défibrillateur dans les 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, ça commence à être compliqué et on voit que le taux de survie diminue énormément. Professeur Alliot, alors on disait, il y a des chiffres qui sont parlants au-delà de chaque minute qui passe. Chaque minute, on peut donner, pour que les idées soient claires, chaque minute, 10% de survie en moins. Donc ça rejoint les propos de Caroline, donc il faut agir très vite. D'où l'idée d'essayer d'arriver avant le SAMU qui, malgré sa grande performance, ne peut arriver que 5, 7, 10, 15 minutes après. Et ça a été un problème parce que le SAMU
est tellement performant qu'on s'est retranché derrière le SAMU pour les accidents de la voie publique en disant ne touchez à rien, ils vont arriver, etc. Là, c'est un message inverse. Il faut les devancer et toucher aux patients et agir. Ça veut dire concrètement, comment ça se passe, Caroline, quand justement le SAMU est appelé? C'est vous qui appelez les sauveteurs à proximité de l'arrêt cardiaque, c'est ça? C'est comme ça que ça marche? Oui, c'est depuis la régulation. En fait, en régulation, il y a 2 médecins, des permanenciers. Ce sont les permanenciers donc, qui déclenchent le médecin SMUR, les pompiers, et qui appellent le sauveteur volontaire. Donc on a un site internet dédié pour Grand Nancy Défibre depuis pas très longtemps, et c'est ce qui nous aide là, et c'est ce qui va permettre qu'on prenne de l'ampleur. En fait, on a l'adresse, on entre l'adresse sur le site internet, et on a les 2 sauveteurs volontaires les plus proches qui ont un défibrillateur chez eux à moins de 5 à 6 minutes. Et donc on a le numéro qui s'affiche, on n'a plus qu'à les appeler. Voilà, ils sont géolocalisés. Ils sont géolocalisés, exactement. Donc c'est en lien avec le logiciel du SAMU. On a le site de Grand Nancy Défibre qui permet un déclenchement beaucoup plus rapide pour ne pas perdre de temps sur le déclenchement, puisqu'il faut appeler tout le monde en même temps. Dites-moi, Bruno Frélon, quand on décide de devenir sauveteur volontaire de proximité, il y a plein de questions auxquelles on est confronté. Et si je me trompe? Et si je fais une erreur? Et si la victime n'est pas réanimée? Qu'est-ce qui se passe? Ou au contraire, s'il s'en sort, comment je vis aussi cet événement? C'est des questions qui traversent l'esprit, j'imagine. Moi, la principale question que je me suis posée, c'est l'appréhension. Parce qu'on a peur de mal faire, non? Tout bêtement, quand on n'est pas médecin, quand on n'est pas du domaine médical, on va toucher un corps, on va toucher quelqu'un qui est malade, et on n'est pas habitué. Et ça c'est vraiment la question que je me pose. Comment, le jour où ça va arriver, comment est-ce que je vais réagir? Pour l'instant, vous n'êtes toujours pas intervenu on vous a toujours pas appelé? Pour l'instant, je ne suis toujours pas intervenu, et ça va être le cas de la grande majorité des SVP. Comment on l'explique ça, que justement les SVP sont très peu sollicités? Parce qu'il faut que ce soit, déjà, il faut qu'il soit d'astreinte au moment où il y a un arrêt cardiaque. Il faut que l'arrêt cardiaque soit à domicile. Donc il n'y en a pas non plus. Dans les chiffres, il y a environ 200 arrêts cardiaques sur le Grand Nancy par an. 220 à peu près. Donc déjà, on voit qu'il n'y en a pas un par jour. Il faut qu'il y ait un sauveteur volontaire qui soit d'astreinte à ce moment-là et que ce soit à domicile. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il nous faut de plus en plus de sauveteurs qui en aient toujours d'astreinte pour tout le Grand Nancy. Et que ce soit en plus de ça, à côté de chez lui. Et il faut que ce soit en plus, à moins de 5 minutes. Tu disais un par jour sur la communauté urbaine. Mais c'est vraiment sur l'ensemble. C'est-à-dire que la probabilité, en fin de compte, d'être appelé, elle est infime. Oui, elle est infime. Maintenant, il y a des SVP qui ont déjà été appelés 2 fois. Oui, c'est ça. Ça, c'est très aléatoire. Comment on va réagir? Quelles sont les questions qu'on se pose à travers les stands, les animations qu'on fait? Là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit les questions que se posent les gens. Et ce sont un peu toutes les questions que vous disiez tout à l'heure. Suivant la personnalité des individus, ça va être la peur de mal faire, ça va être la peur de la personne qui ne se réveille pas, ça va être qu'est-ce que je fais si la personne se réveille? C'est le contraire. Et puis la famille aussi, arriver à domicile. Donc déjà, on est un peu intrusif chez des gens, on arrive seul et la famille est en panique. Et du coup, tout ça, c'est difficile à gérer. Moi, on le fait en SMUR, on arrive à 4. C'est déjà plus avec les pompiers, on est donc nombreux et c'est pas forcément évident. Donc il faut se mettre à la place d'une personne qui n'est pas du métier et qui arrive à domicile. C'est pas évident. Donc c'est notre rôle de les rassurer et de leur expliquer que même si c'est qu'une fois dans leur vie qu'ils sauvent une seule personne, ils auront toute la satisfaction d'avoir sauvé une fois une personne, quoi. Claude Deloffre, vous êtes maire, mais vous êtes aussi sauveteur volontaire. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis maire, je suis coordinateur et je suis sauveteur secouriste volontaire. Et mon épouse également, qui est infirmière. Donc ça aide un peu. Moi, j'ai pas trop le choix parce que dans une petite commune, mais ça me dérange pas. Ça rassure les administrés. Ça rassure. Ça rassure les administrés, les aînés surtout, qui se disent si un jour j'ai une attaque cardiaque, un des 8 sauveteurs secouristes pourra intervenir dans les 5 minutes. Tout le monde peut être sauveteur volontaire de proximité, même si, par exemple, j'ai pas été formé au geste. Il faut une formation. Il faut une formation. Et en fait, pour les personnes candidates, ils peuvent s'inscrire sur le site. Ils seront recontactés pour être sensibilisés. On a une sensibilisation d'1h30
par Claude Poutas, qui est un de nos coordinateurs, qui fait beaucoup de choses dans l'association. Il sensibilise les gens 1h30 pour leur expliquer ce que c'est vraiment que d'être sauveteur volontaire avant qu'ils s'engagent, pour leur expliquer. Et ensuite, ils ont 1h30 de formation par un professionnel. Oui, moi, je voulais rebondir sur 2 points. Premièrement, sur le fait qu'en effet, un sauveteur volontaire de proximité ne va pas être appelé souvent. C'est normal, ça se comprend tout à fait. Mais est-ce que ça ne décourage pas, justement, au bout de quelques mois, de dire, voilà, je me suis engagée dans une démarche et je n'ai jamais été appelée, non ? Ça a 2 conséquences. La première, celle que vous exprimez, c'est-à-dire que ça peut décourager en disant finalement je suis d'astreinte, il ne se passe rien. Ça mais sert à rien, ça fait partie quand même des choses. Il y a quand même des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut rester chez soi, il faut être de permanence. Il faut rester chez soi. Absolument. Oui. Entre quelle heure et quelle heure ? 24 heures sur 24 ? Non, en fait, ils peuvent rentrer leurs horaires de disponibilité au moment de l'inscription sur des astreintes. Et ça sous-entend un deuxième point, ça sous-entend qu'une formation qui est quand même relativement brève, puisque c'est quelques heures de formation, une séance d'abord de mise en place et ensuite une séance au geste qui sauve clairement, ça sous-entend qu'il y ait des piqûres de rappel. Parce que si vous ne pratiquez pas un geste pendant plusieurs mois, très vite il s'efface. Et donc il y a une piqûre de rappel obligatoire au moins annuelle pour les SVP, sinon on ne se rappelle plus de ce qu'on a appris quelques temps plus tôt. Puis un deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est la crainte du SVP. La crainte n'est pas seulement une crainte personnelle ou médicale, elle est parfois exprimée en termes de crainte juridique, en disant qu'est-ce qui va se passer si toutefois le patient que je prends en charge, que j'essaie de ranimer, décède. Est-ce que juridiquement je serai confronté à un certain nombre de problèmes ? Il existe dans notre pays une loi qui est la loi de non-assistance à personne en danger. J'avais essayé auprès du ministre de l'époque de la faire bouger en la transformant en loi du bon samaritain, c'est-à-dire en éliminant tout problème juridique éventuel, ce qui se passe aux États-Unis par exemple. On m'avait répondu à l'époque que c'était la même chose, mais une s'est exprimée négativement, non-assistance, et j'aurais préféré loi du bon samaritain, au contraire, faites de l'assistance. Dites-moi, dans votre commune, par exemple, ça, c'est une crainte des sauveteurs. Ils sont assurés, par exemple ? Ils sont assurés. Ils sont assurés. C'est la commune qui prend en charge le coût. Mais effectivement, comme dit le professeur Alliot, mon plus gros travail, c'était ça, rassurer la population, puis les SVP. Ouais, pardonnez-moi, mais je pense qu'il y a quand même une chose. La notion, je suis tout à fait de votre avis, la notion d'assurance, elle est régulièrement posée. Maintenant, on se la pose quand on n'est pas face à la situation. Moi, la question que je me pose, c'est le jour où j'ai quelqu'un qui va s'effondrer devant moi, ou le jour où j'aurai quelqu'un qui, dans mon environnement, dans les 100 mètres, les 200 mètres autour de chez moi, va s'effondrer, quelle est ma responsabilité ? Je ne parle pas de la réglementation. Comment je vivrai si je ne suis pas capable d'intervenir ? Et là, c'est une autre question. Alors, on peut en parler pour des gens qu'on ne connaît pas, mais on peut aussi en parler pour nos proches. Si le jour où j'ai mon épouse, le jour où j'ai mon fils qui s'effondre et que je ne suis pas capable d'intervenir, 3 points de suspension, je vous laisse. Et je fais un bref commentaire, et c'est d'autant plus vrai que des expériences ont été menées dans des pays étrangers où des familles de patients à risque, des patients dont on sait qui, eux, peuvent peut-être faire un jour une mort subite, avaient acheté des défibrillateurs dans la famille. Ces expériences ont presque toujours été vouées à l'échec, de par le contexte émotionnel. Alors par contre, on parlait justement des défibrillateurs. Dans votre commune, vous en avez un par exemple à domicile, vous, pour le sauveteur ? Oui, tout à fait. Quand on est de garde, on a donc un défibrillateur. J'ai fait placer un deuxième défibrillateur au centre de la commune, parce qu'on a les permanences uniquement la nuit, nous. Et après, le jour, le SAMU appelle quand même. Mais on est focalisé uniquement pour l'instant sur les nuitées. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de défibrillateurs ? Parce qu'aujourd'hui, on en trouve dans pas mal de lieux publics, dans les gares, dans certains grands magasins, dans certaines grandes entreprises. On en a, oui, on en a, je pense, suffisamment. Ce qu'on n'a pas, c'est la formation de l'ensemble de la population. Parce que c'est bien d'avoir un défibrillateur à disposition, mais il faut encore que les gens sachent l'utiliser. Oui, puis il faut qu'il soit aussi accessible, le défibrillateur. Exactement. Alors ça rejoint le petit papier que m'a fait passer votre ami que vous connaissez bien dans cette maison, Patrick Germain, qui m'a passé, là en arrivant, un mail qu'il a reçu d'un de nos anciens collaborateurs en retraite, qui lui écrit qu'il y a un défibrillateur dans sa petite commune, mais qu'il est caché derrière un poteau, qu'on ne sait même pas qu'il est là, qu'il n'est pas visible. Donc le premier point
déjà amélioré, c'est la visibilité, la géolocalisation des défibrillateurs et des panneaux qui avertissent de la présence d'un défibrillateur. C'est bien fait parfois, c'est très mal fait. Deuxièmement, il faut que les défibrillateurs soient accessibles. Je connais un certain nombre d'entreprises qui, voulant bien faire, ont acheté des défibrillateurs, mais qui les laissent dans leurs locaux enfermés du vendredi soir au lundi matin. Ils doivent être accessibles aux tout venants, au grand public. Donc ça, ce sont des éléments particulièrement importants. Mais ce que disait Caroline Lejeune est pour nous fondamental. C'est-à-dire que si vous mettez en place des défibrillateurs sans faire de la formation, c'est peine perdue. La formation, elle doit commencer où, selon vous? À l'école? Elle doit le plus tôt possible, oui. Bien sûr. Oui, oui. Est-ce que justement là, en France, on n'est pas un peu en retard sur cette question? Si, on est probablement en retard. À Nancy, nous, on a un programme de formation des enfants de CM2 et on voit que ça marche très très bien. On leur apprend à donner l'alerte et ils n'ont aucune crainte, les enfants. Justement, ils n'ont pas la crainte que nous, on a de penser à tous ces problèmes juridiques où eux, ils y vont, ils n'ont aucun frein. Et ce qui est bien, c'est que ils entraînent leurs parents là-dedans. Quand ils reviennent de l'école en ayant été formés, forcément, ils en parlent. Et puis, ça fait boule de neige, quoi. Donc, c'est très important de former les enfants, oui. Les enfants ont permis de conduire, peut-être, aussi? On pourrait faire une piqûre de rappel? Il y avait pas mal de pistes. Permis de conduire, on en discute, ça a été discuté. Service civique. J'ai regretté, dans ce sens, le service militaire, ou même la semaine de service civique, on aurait pu l'employer utilement pour former toute une génération de jeunes hommes aux gestes qui sauvent. Mais il y a des pistes, et je pense en effet que l'éducation nationale s'ouvre à cette demande et que l'école va être pénétrée par ces gestes qui sauvent et il y aura des formations pour des générations entières. Aujourd'hui, il manque des sauveurs? Des sauveteurs, volontaires de proximité. 300 sur le Grand Nancy, il en faudrait combien, par exemple? L'objectif, c'était 3000. Donc voilà, appel à candidature. Voilà, et si on veut, par exemple, se former, il y a un site internet qui existe, Grand Nancy Défi. Il y a des stages de formation qui existent. Voilà, oui. Pour commencer, ça débute avec une réunion qui nous présente l'organisation, qui présente l'association, qui présente l'ensemble du fonctionnement. Au terme de cette réunion, la personne confirme ou non sa volonté d'aller plus loin. Et il y a après une formation de 3 heures, puis tous les ans des recyclages, qui nous apprennent à utiliser le défibrillateur et à reconnaître l'ACR, à utiliser le défibrillateur et à masser. Alors, on voyait justement Claude Deloffre, maire de Vendée-les-Villes. Là, les élus ont un rôle très important, les élus de petites communes, j'imagine, Caroline. Ils ont un rôle primordial. Oui, ils ont un rôle primordial pour l'organisation, pour tout ça. Nous, on est là pour soutenir, mais on ne peut pas, l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Il faut que les maires soient lancés aussi dans le projet. On voit bien que ça fonctionne très bien parce qu'il est très impliqué. Merci. Et à contrario, on a des demandes d'habitants de communes qui ne participent pas, et de ce fait, on ne peut pas agir là. Dites-moi, est-ce que ça fait tache d'huile dans les communes environnantes près de chez vous? J'ai essayé un peu de lancer la dynamique dans les villages avoisinants, mais bon, c'est pas évident. Mais je ne désespère pas. Je pense que dans un futur très proche, on va travailler avec le professeur Alliot et le docteur Albizati à un peu mailler le territoire. Moi, je suis assez confiant, quoi. Il y a quand même derrière tout ça un aspect de civisme évident et approcher les politiques ou les maires qui ont, dans leur grande majorité, suivi, me semble relativement simple. Et c'est toujours comme dans beaucoup de projets, c'est toujours un problème d'homme. Si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas convaincu par la valeur du projet, je pense que les maires le sont parce qu'il y a l'aspect civique de cette opération, bien, ça ne marche pas. Et M. Deloffre l'a bien compris, et je pense que la plupart des maires sont avec nous et suivent ce projet parce qu'ils ont compris l'importance à la fois civique et à l'importance en termes de santé. Mais on voyait par exemple à l'étranger, ils ont de meilleurs résultats que nous. C'est pourquoi? Parce qu'en France, on n'a pas la fibre citoyenne. Alors, je pense qu'ils ont ils ont beaucoup plus de délai par rapport à nous. Ça fait 20 ans qu'ils s'y sont mis. Je pense que c'est surtout ça qui fait que maintenant ils ont 20% de survie. Il me semble qu'à Amsterdam, c'est obligatoire déjà, et ils sont à 40% de taux de survie. Donc, mais bon, il ne faut pas désespérer, on peut arriver à ces chiffres. Est-ce qu'en revanche, il y a d'autres villes en France qui regardent un peu l'expérience qui est lancée dans le... A priori, oui, il y en a quelques-unes qui regardent, mais au vu de l'ampleur du projet, de la difficulté de mise en place, ça peut freiner un petit peu le... À chaque fois qu'on présente ce projet, que ce soit Caroline ou d'autres qu'on le présente,
On nous en félicite. On est parfois un peu envieux, mais on estime que la tâche est extrêmement difficile à mener. On s'en rend compte nous-mêmes, du reste, parce que c'est quand même de longue haleine. Elle vous a expliqué qu'on était à 6,5, qu'on avait seulement 300 ou 400 SVP au lieu de 3000. Il faut que tout le monde se retrousse les manches. Et si on veut être une commune idéale, il y a encore du grain à moudre. À terme, par exemple, il en faudrait un dans chaque immeuble, dans chaque lotissement, dans chaque quartier. C'est une très bonne remarque, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Caroline, la grande majorité des arrêts cardiaques ne surviennent pas, comme on pourrait le croire, au supermarché ou au stade, même s'il faut équiper ces grosses structures, ils surviennent à domicile. Et il faudrait pouvoir équiper déjà tout nouveau bâtiment qui se construit. Ça me semble une aberration qu'on n'oblige pas dans tout nouveau bâtiment qui se construit la présence d'un défibrillateur qui coûte entre 1000 et 1200 euros. Quand on construit un bâtiment qui en coûte 10 millions, on y met plusieurs extincteurs, on devrait mettre un défibrillateur et on devrait imposer que des syndics, des concierges, tout ce que vous voulez, soit formé. Et là, ça serait déjà particulièrement efficace. Et ça pourrait être non seulement à l'étage nancéen, mais à l'étage national. Claude Deloffre, vous aussi, actuellement, vous cherchez encore des sauveteurs volontaires, peut-être pour la relève, parce que vous en avez 8, c'est un bon pourcentage. Pour la relève, oui. Ouais. Mais le chiffre est bon chez nous, mais bon, plus on est, mieux c'est. Hein. Ouais. J'aimerais bien, par exemple, atteindre le nombre de 12. Ça veut dire que quand vous êtes de permanence, vous êtes prêt à sauter du lit à tout moment, c'est ça? Alors moi j'ai ma paire de baskets, j'ai mon jean et voilà, j'ai ma clé qui m'attendent et puis je suis prêt à partir dans la minute quoi. Et j'ai ma femme pour me pousser. Parce que ça réjouit quand même de voir ça, d'entendre ça. Ça fait, vous pouvez savoir le plaisir que ça fait d'entendre Bruno, d'entendre M. Deloffre, c'est un vrai plaisir. On a bien compris toute l'importance de cette chaîne du cœur. Voilà, on arrive à terme de cette émission. Merci d'y avoir participé. Dans un instant, votre journal régional. Excellente journée sur la 3.